Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler maternité et plus particulièrement accouchement. Je vais vous raconter très rapidement ma grossesse parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à savoir à ce sujet et on va s'arrêter, on va parler plus particulièrement de mon accouchement. Donc ça sera le sujet du jour, âme sensible s'abstenir. Et pour tous les autres, c'est parti, on y va. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. La 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 la. Time is up, nothing to do. Alors c'est parti pour aujourd'hui, je vais vous raconter ma grossesse et mon accouchement. Alors, pour commencer depuis le début, tout s'est bien passé pendant les 9 mois de ma grossesse. J'ai été ravie d'apprendre que j'étais enceinte. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était un peu le but ultime de ma vie d'être maman. Donc quand j'ai vu les deux petites barres rouges sur mon test, j'étais évidemment aux anges. J'ai prévenu mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque. Il était 6 heures du matin, c'était mon premier... En fait, je sentais quelque chose de pas normal. Donc la veille, ou 2 jours avant, je sais plus, j'avais dit à mon travail, ouais, je me sens malade, je me sens pas au top, etc., etc. Je me dis, oui, mais peut-être que t'es enceinte. Donc je suis allée acheter un test de grossesse que j'ai fait immédiatement, qui s'est avéré être négatif. Je me suis dit, ouais, mais c'est chelou quand même, si ce soir, je vais m'en racheter un autre, parce que j'y crois pas trop à ce résultat. Donc en effet, je m'en suis racheté un autre, que j'ai fait au saut du lit le lendemain matin. Donc il était 6 heures, 6h30. Voilà, j'y ai pas trop pensé. Je venais de me lever, quoi, déjà. Et je me disais pas que ça allait être positif, je me disais pas non plus que ça allait être négatif, j'y pensais pas vraiment. Donc je fais mon test, je fais mes affaires, j'oublie un peu le test, je reviens et tout machin. Je prends le test peut-être 10-15 minutes après. Et là, je vois le test positif. Ah, j'ai été interloquée. Je ne savais pas comment réagir. Évidemment, j'étais heureuse, j'ai pleuré intérieurement, je crois que j'ai même pas réussi à pleurer. J'y croyais pas en fait, c'était trop beau pour être vrai. Bref, donc moi qui ne suis absolument pas capable de garder des secrets, enfin si quand même, mais là c'était trop, donc mon fiancé dormait encore, et là je suis dans le lit et je lui dis tu dors? Évidemment il dort, il est 6 heures, et je lui dis je suis enceinte. Il me dit quoi? Je lui dis je suis enceinte. Bref, le gars réagit pas, je lui dis mais c'est quoi son délire? Et en fait, quand il se réveille 1h30 après, je lui dis, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il me dit, non, qu'est-ce que tu m'as dit? Donc il m'avait pas entendu en fait, il dormait. Et je lui dis, je suis enceinte. Bref, donc voilà, la nouvelle a été annoncée comme ça. Je me suis pas trop compliqué la tâche, on va dire. Et on était à l'époque, on habitait encore à Paris et on avait prévu de rentrer à La Réunion du coup pour s'y installer et se marier. C'était au mois de mai, je crois, et on s'est marié en juillet. On s'est marié le 22 juillet. Donc j'ai découvert que j'étais enceinte au mois de mai, il me semble. Parce que quand on s'est marié, ça faisait 3 mois que j'étais enceinte. Donc voilà, dans la foulée, on a fait nos cartons, etc. Pour rentrer donc à La Réunion. Et on est arrivé à La Réunion. Évidemment, on a annoncé la nouvelle à nos proches par téléphone. On n'a pas attendu de rentrer pour leur dire. Ils étaient ravis. Pour la plupart. Et après, on l'a dit assez rapidement aussi aux gens qu'on voyait, et on l'a annoncé officiellement pour notre mariage, mais bon, officieusement, tout le monde était déjà au courant. Donc, je n'ai pas pu boire une goutte d'alcool pour mon mariage, ce qui n'est pas plus mal parce que j'aurais peut-être fini. À l'époque, je faisais beaucoup la fête. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo où je vous raconterai ma vie avant d'être maman, si ça vous intéresse. Et je faisais beaucoup la fête, donc je buvais beaucoup. Enfin bref, donc c'est pas plus mal que j'étais enceinte le jour de mon mariage.
Donc tout fantastique. Les 3 premiers mois, j'étais un peu nauséeuse, un peu fatiguée, mais franchement rien d'invivable quoi. Donc ça s'est très bien passé. À la fin du premier trimestre, on est allé en lune de miel. En fait, on est allé en lune de miel, je crois que c'était... Je devais être enceinte de 5-6 mois. Ouais, on entrait en fait dans le deuxième trimestre. Donc j'avais un tout petit bidon quoi, mais qui se voyait pas vraiment encore. Et je poussais dessus pour que ça fasse un vrai bidon de femme enceinte. Et je me touchais tout le temps le ventre pour que les gens comprennent que j'étais enceinte. Enfin, c'est maintenant, à posteriori, je trouve ça mais tellement drôle. J'avais tellement envie que ça se voit, en fait. Donc voilà, lune de miel, pareil, fantastique, on est parti à Maurice. Donc c'était cocktail de jus du matin au soir. Mais pas, voilà, toujours pas d'alcool. Mon mari s'est rattrapé pour nous deux. Donc on est rentré ensuite. Tout le deuxième trimestre fantastique, mon ventre a commencé à vraiment bien sortir. Je me sentais hyper belle. Je crois que je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie que quand j'étais enceinte. Vraiment, c'était le summum pour moi de ce que je pouvais être en fait. Enfin, c'était vraiment... Je me sentais vraiment bien dans ma peau, j'avais mal nulle part, je continuais à mettre des talons, je continuais à mettre des robes moulantes. Enfin, j'étais vraiment bien. Et puis nous rentrons dans le 3e trimestre et pareil, ça se passe bien. Après moi j'ai accouché en janvier, donc j'ai eu une grossesse d'été en fait. Donc ça se passe bien. Je commence un peu à gonfler, je commence à avoir des sciatiques. Mais bon, je pense que c'est des maux assez classiques lors d'une grossesse et qu'il faut pas non plus s'en plaindre plus que ça. Enfin moi je le vivais pas trop mal. C'était assez folklorique d'ailleurs quand j'étais allongée et que je devais me lever quand j'avais mes sciatiques parce que je me mettais à rouler là comme une petite boule pour essayer de me lever. Et dans les moments intimes, je vous raconte pas le folklore aussi, enfin bref. Je rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'était vraiment drôle. Et du coup, donc voilà, c'était ce qui a été le plus difficile, je pense, c'était les sciatiques. J'étais pas plus pressée que ça d'accoucher. J'avais pas non plus envie qu'il reste indéfiniment dans mon bidon quoi, il sortait quand il sortait. J'ai commencé à avoir des contractions assez tôt. À partir du 6e mois de grossesse, j'ai eu des contractions. Dès que j'étais un peu fatiguée, etc., mon ventre contractait, mon utérus contractait, donc du coup il fallait que je me repose assez régulièrement. Mais je ne travaillais pas à l'époque et heureusement que je ne travaillais pas. Du coup je pouvais me reposer assez facilement dès que j'avais un coup de fatigue ou dès que mon corps ne pouvait plus. Donc un matin, une nuit, pareil, à minuit, je commence à avoir des contractions, mais bon j'ai l'habitude. La veille, je me dis vas-y là j'ai envie de le voir. On était à 37 semaines d'aménorrhée ou de grossesse, je sais plus. Ouais, c'était 37 semaines d'aménorrhée, je crois. On était à 37 semaines d'aménorrhée. Et donc là je commence à être un peu impatiente. Donc du coup j'ai fait la folle, on est allé dans la piscine d'un membre de la famille de mon mari. Et j'ai sauté partout dans la piscine, j'arrêtais pas de bouger, je me disais oui, il faut que ça arrive, j'ai envie de voir mon bébé, etc. Mais franchement, sans me dire que ça allait fonctionner, j'avais fait les vitres et tout ce même jour, enfin bref, je m'étais donnée à fond. Donc à minuit, ce même jour, contraction. Mais c'est pas quelque chose d'inhabituel, ça m'arrivait souvent, donc je m'inquiète pas plus que ça. Sauf que ça continue à contracter tout le temps, ça ne s'arrête pas. J'arrive un peu à m'endormir et puis vers 4 heures ça recommence et ça m'empêche de dormir, ça me fait assez mal. Je m'endors vite fait entre 2 contractions. À 6 heures du matin, je commence à me plier de douleur, à m'appuyer, je sais pas si vous allez me voir, à m'appuyer là, vous voyez, à me mettre comme ça parce que j'avais mal derrière dans le dos, j'avais mal dans les reins, enfin bref. Donc voilà. Et là, donc, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le moment de réveiller Florent. Donc, je le réveille et je lui dis, mon chéri, je crois que c'est le jour où je vais accoucher, j'ai des contractions. Je chronomètre depuis un moment, elles sont assez régulières. Et puis, elles me font surtout très mal. Donc, qu'est-ce que je fais? On appelle la clinique, on les prévient qu'on va bientôt arriver. Donc je prends mon petit déj, mon bol de lait au chocolat avec mes chocs à pic, je m'assois sur ma petite chaise en plexi sur la terrasse, je me dis allez, là il faut que je vais arriver là-bas, j'aurai plus le droit de manger, etc. Donc je vais me faire mon dernier petit déj quoi.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence à manger mon petit déj tranquille. Et là, je sens un truc entre mes jambes. De l'eau, genre, que c'est en train de, c'est mouillé. Ça a pas fait flop, mais c'est en train de mouiller entre mes jambes. Évidemment, je me suis pas dit que j'étais en train de me pisser dessus, c'était évident. Je me suis dit, ben mince, je crois que j'ai perdu les os. Donc on rappelle la clinique, on leur dit, voilà, j'ai perdu les os, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on se dépêche pour venir? Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Donc Dieu merci, j'ai eu le temps de prendre une douche, donc j'ai pris une douche rapido. Et puis on est allé, nos affaires étaient déjà prêtes, la valise et tout était déjà prête, donc on est allé à la clinique. J'ai accouché à la clinique du Rieu, moi. Et à l'époque, j'habitais au Tampon, donc on était, je sais pas, à 5 minutes de la clinique, quoi. Mais je crois qu'on a pris 15 minutes pour arriver parce que j'étais en douleur, en douleur, en douleur. C'était horrible. Et à chaque bosse, à chaque trou sur la route, j'avais l'impression de mourir de douleur. Donc je criais sur Florent pour qu'il roule plus doucement. C'est le châtisse. Enfin, c'était hyper drôle aussi. Bref, nous voilà arrivés à la maternité. Adorable, on tombe sur une équipe super sympathique. Tout se passe au mieux, on m'examine. Je crois que je suis ouverte à 2 ou à 3. Donc on me demande si je veux la péri. Je dis non, moi je veux pas la péri, machin. Donc on me met en salle de... pas en salle de travail du coup, mais là où tu vas dormir après avec ton bébé, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, on me laisse ici avec mon petit mari qui sait pas trop quoi faire. Et moi qui souffre de douleurs, j'ai un ballon. Je sais pas trop quoi en faire de ce ballon, parce qu'on nous a appris en cours classique d'accouchement, de préparation à l'accouchement. Donc sincèrement, je m'en sors pas du tout avec ma douleur. Je vais sous la douche, j'arrive pas, enfin voilà. Donc je finis, la sage-femme revient. On est arrivé, du coup, il était 7h à la clinique. La sage-femme revient, voir si tout va bien, tout va bien. Je me dis, il faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne. Conclusion, j'ai tenu jusqu'à 12h30. À 12h30, je vous dis, j'en peux plus, je veux la péri. Donc on m'a mise la péri et j'étais ouverte, je sais plus du tout. Je sais plus si c'était à 5 ou à 7, je sais plus exactement. Mais voilà, ça avait assez bougé, ça avait un peu avancé quand même. Donc on me met la péri, on me passe en salle de naissance et là, thank God, soulagement. Bon, je suis évidemment hyper déçue de n'avoir pas pu tenir sans péridurale. Mais je pense que c'était un manque de préparation évidemment. Je me suis dit on verra le jour J et tu peux pas te dire j'accoucherai sans péridurale, on verra le jour J. C'est quelque chose qui se prépare en amont, mais on y reviendra aussi plus tard, je pense. Que juste après je vous ferai une autre petite vidéo à ce sujet. Donc c'était une grande déception pour moi de ne pas avoir pu accoucher sans péridurale parce que j'y tenais vraiment beaucoup. Mais naïvement, je me suis dit on verra le jour J comment ça va se passer. Je suis sûre que j'en suis capable, etc. Mais sans avoir fait aucune préparation à la douleur. Plus poussée que ça. Et je pense que quand on décide d'accoucher sans péridurale, une préparation et un soutien est juste obligatoire, vraiment obligatoire. C'est complètement possible. Moi, j'ai une amie qui l'a fait, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, d'accoucher sans péridurale. Mais voilà, il faut se préparer et puis il faut avoir un soutien. Et moi, ben, c'est pas que j'avais pas de soutien, c'est que si, Florent était là, mais je pense qu'il était aussi un peu démuni face à ma douleur et que ben, lui non plus, n'étant pas préparé, il a pas su faire face à ça. Donc si demain je devais avoir un autre bébé, je pense que j'accoucherais sans péridurale, mais par contre je passerai des mois et des mois et des mois et des mois à m'y préparer, à faire face à cette douleur, à gérer cette douleur, à apprendre à mon mari à gérer avec moi la douleur. Parce que sans ça, je pense que c'est pas possible, sauf si tu n'as pas le choix et que ton bébé sort en 10 minutes. Enfin bref. Donc voilà, me voilà avec la péridurale et là tout d'un coup j'ai l'impression de revenir dans mon corps en fait. J'avais l'impression d'être sortie de mon corps pendant toute cette période là de travail tellement je souffrais. Donc je suis de retour, donc là la vie en rose, hein, tout va bien. Allongée sur la table, en position gynécologique. Bon, à l'époque, j'y voyais aucun inconvénient. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est tout ce qu'il y a de pire pour accoucher. Enfin bref.
De toute façon, si c'était à refaire, sincèrement, il y a plein de choses que je ferais différemment. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ça dans un article que je vais publier sur le blog, là, dans la foulée, où je vais vous dire tout ce que je ferais différemment si je devais avoir un autre enfant. Donc les heures passent, la première équipe malheureusement doit partir. C'était une équipe juste fantastique, une sage-femme en or qui s'appelle Fanny d'ailleurs. Fantastique, qui malheureusement devait partir à 16h. Donc à 16h elle s'en va et là j'ai le droit à la deuxième équipe. Et là on va dire qu'on n'est pas au même niveau quoi de bienveillance, de plein de choses. On est un peu dans... Voilà, on va dire que c'est pas, ça se passe pas mal. Ça se passe pas non plus hyper bien. Si je devais les noter, cette équipe, je pense que sur 10, je leur donnerais un vilain 3, quoi. Mais il y a pire, attendez. Du coup, voilà, elle s'occupe de moi, elle m'examine, etc. Mon col continue à s'ouvrir, mais très doucement. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs quand on met une péridurale. Apparemment, ça ralentirait le travail. Donc c'est ce qui s'est passé chez moi. Conclusion, on me dit, mais madame, à 20h c'est bon, vous allez accoucher, avant 20h vous avez accouché, etc. J'y ai cru, sauf que à 20h ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu encore un troisième changement d'équipe, donc j'ai eu l'équipe de nuit, et cette équipe si je devais la noter je leur mettrais un 0 et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Donc il y avait l'étudiante sage-femme, il y avait la sage-femme et il y avait le médecin gynécologue de garde. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en clinique privée, les praticiens, les gynécologues sont payés à l'acte, donc ils interviennent souvent sur tous les accouchements. Alors qu'en hôpital public, ils interviennent que s'il y a un problème. Ceci dit, si c'était à refaire, j'accoucherais quand même dans une clinique, enfin en tout cas la clinique Durieux au tampon, parce que je pense que j'ai juste pas eu de chance et j'ai juste eu la mauvaise équipe. Donc voilà, donc la troisième équipe qui arrive. Alors là, j'ai eu le droit à l'étudiante sage-femme qui est arrivée et qui m'examinait. Aucun souci, hein. Franchement, je trouve ça totalement normal. Il faut qu'elles apprennent. Moi, ça me dérangeait pas. Donc, elle arrivait, elle m'examinait. D'ailleurs, t'avais la sage-femme qui arrivait, qui regardait. T'avais le gynécologue complètement de l'ancien temps qui faisait absolument pas confiance aux sages-femmes et qui en plus était hyper misogyne. Donc je pense que pour lui la femme est clairement inférieure, et lui qui plus est le fait qu'il soit médecin, le fait qu'il soit un homme, c'était monsieur je sais tout, bref. Donc en fait mes jambes c'était la mairie de Saint-Pierre les gars, les gens rentraient, sortaient, enfin bref c'était vraiment, je l'ai vécu, mais comme une violation de mon intimité. C'était atroce. Je me sentais hyper mal. Mon mari aussi l'a hyper mal vécu. Et on n'arrivait pas à le verbaliser. J'ai réussi à le verbaliser vraiment hyper tard. Parce que je comprenais pas ce qu'il n'y avait pas de normal. Je savais que c'était pas normal. Je savais que je me sentais pas bien, mais j'ai pas réussi à le dire tout de suite. Donc on continue, donc voilà, le temps passe. Je commence à ressentir mes contractions, évidemment la péridurale, j'avais pris tout quoi, et ils m'ont pas remis du produit, donc je recommence à sentir les douleurs des contractions, voilà. Et donc j'ai été bloquée pendant 3 heures. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 20h, j'ai été ouverte à 9, 3/4 exactement. C'est-à-dire qu'il me manquait un tout petit bout pour que mon col soit entièrement ouvert et que cela permette le passage du bébé. Et le petit souci qu'on a eu, dont j'ai oublié de vous parler. Oui, Noah était donc mal positionné, il était en position postérieure, donc il me semble que c'est dos à dos. Il me semble que c'est ça. Et c'est ce qui faisait en fait que j'ai autant souffert au début du travail. À ce qui paraît, cette position-là est plus douloureuse. Également, quand on fissure la poche des os, ça accentue assez rapidement les douleurs. Et j'avais fissuré la poche des os, ma poche des os n'avait pas explosé, elle avait juste fissuré. Et du coup, et ce qu'on a découvert pendant mon accouchement, c'est qu'en fait, je souffrais de ce qu'on appelle une prééclampsie.
Une prééclampsie, c'est une maladie qui arrive exclusivement pendant la grossesse et dont le remède en fait c'est l'accouchement. Et ça peut très vite dégénérer et ça peut être très grave pour la maman et pour le bébé. Et la chance que j'ai eue du coup, c'est que ma prééclampsie ait été découverte le jour de mon accouchement. Ce qui faisait que j'ai eu une tension à 20, j'ai fait de la température, j'ai fait des hémorragies, enfin bref. La cata. Donc pour revenir du coup sur cette troisième équipe, donc mon col, comme je vous disais, a été bloqué pendant plus de 3 heures, donc de 19h, voilà en fait, c'était de 19h parce que c'était à la fin de la deuxième équipe, de 19h au moment où j'ai accouché à 9 3/4. Et on n'arrêtait pas à me dire mais ça va se débloquer, etc. Vous allez accoucher là dans la demi-heure. Enfin bref, ceci dit, toujours est-il que voilà, ça n'a pas été dans la demi-heure, mais ça a été dans les 3 heures. Donc, à un moment, je bloque la petite étudiante sage-femme parce que je commence évidemment à réfléchir et à me dire, mais les gars, si ça s'ouvre pas, ça veut dire que ça va être une césarienne. Et je m'en fichais de la césarienne. J'y ai juste jamais pensé, mais j'étais pas là, ah non, surtout pas de césarienne. Donc, je l'attrape, la petite étudiante là, et je lui dis, juste si ça s'ouvre pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle me dit, mais on va attendre que ça s'ouvre. Je fais, oui, on attend, mais ça fait déjà 3 heures qu'on attend. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on fait si ça s'ouvre pas? Je lui pose, je crois, 3-4 fois la question, jusqu'à ce qu'elle me réponde, si ça s'ouvre pas, madame, on vous emmène en césarienne. Encore une fois, je m'en fiche de la putain de césarienne. Par contre, quelque chose qui m'a extrêmement contrariée à ce moment-là, et même plus tard, c'est que si j'avais pas posé la question, personne ne me l'aurait jamais dit et on serait venu me chercher et en une seconde, j'aurais dû me préparer psychologiquement à cette idée-là. On serait venu me chercher et on m'aurait dit « allez, césarienne ». Alors que je pense que ce qui est de normal, c'est de dire « madame, il y a une éventualité, il y a une possibilité, il faut que vous vous prépariez, il faut que vous vous mettiez ça en tête ». Je pense que cet aspect psychologique est hyper important. Et c'est ce qui a fait clairement défaut, moi de toute façon, dans mon accouchement à la fin. Conclusion, je me mets à prier, vraiment, je me mets à prier, je suis croyante, bon, j'en parle pas beaucoup, mais j'en parle pas souvent, mais je suis croyante, donc je me mets à prier pour que mon col s'ouvre et pour que je puisse accoucher. 10 minutes plus tard, le gynéco revient, miracle du ciel, je suis ouverte à 10. Et ce que mon mari me dira plus tard, parce qu'il me l'a pas dit à ce moment-là, parce que lui il est sorti à ce moment pour aller voir nos familles qui étaient là, qui attendaient depuis longtemps. Il m'a dit qu'il est sorti et qu'il y avait toute l'équipe d'intervention, genre qui était là avec les gants, la blouse et qui attendait que je sorte pour m'emmener en césarienne, quoi. Donc c'était vraiment, on est passé vraiment à ça. Et encore une fois, mais quelle colère de savoir que personne ne m'en aurait parlé avant. Bref, donc le petit gynéco qui arrive et qui me dit « Madame, il va falloir pousser ». Donc, évidemment, là, les douleurs avaient repris. Donc, j'ai absolument tout senti, ce que je vais vous raconter ensuite. Donc, j'ai commencé à pousser. Et il est venu, il a utilisé la ventouse et il a trifouillé, c'était horrible à l'intérieur, enfin c'était horrible, sincèrement, je me suis sentie violée, quoi, c'était atroce. Et donc le génois est sorti en 10 minutes, donc ce qui était bien parce qu'il était en détresse cardiaque du coup. Donc il est sorti en 10 minutes, ce qui était apparemment super, que j'ai bien poussé, génial, merci. Enfin bref, donc voilà, donc ils me l'ont posé sur moi une petite seconde, je lui ai fait à peine un bisou, direct il est parti. Il est parti pendant 1h30. Pendant ces 1h30 là, j'ai demandé est-ce que mon enfant allait bien. On n'a fait que me dire oui madame ça va, oui madame ça va, sans me dire un seul instant pourquoi est-ce que mon enfant était pas avec moi et pourquoi est-ce que mon enfant m'a été enlevé pendant 1h30. Et j'ai su plus tard qu'il était sous oxygène, je crois, et sur un matelas chauffant. Enfin bref. Donc encore une fois, des choses qu'on m'a cachées. Et donc vient l'histoire la plus importante, entre guillemets, ce qui me traumatise encore aujourd'hui, ce qui a encore des répercussions sur ma vie en tout cas. On m'a fait une épisiotomie. Jusqu'à là, rien de mal. Encore une fois, c'est une chose que je changerais si demain j'avais un autre enfant. C'est que je préférerais que ça se déchire plutôt que de faire une épisiotomie.
Donc on m'a fait une épisiotomie. Pour ceux qui ne savent pas, épisiotomie, c'est quand on découpe la paroi qui se situe entre le vagin en fait et l'anus. On découpe le périnée en fait. Donc voilà, donc on m'a découpé cette partie-là. On découpe pas tout, hein, juste pour que le bébé puisse passer. Mais il y a des études qui sont faites qui ont démontré que justement une déchirure valait mieux qu'une coupure et que la déchirure cicatrisait beaucoup plus facilement. Donc jusqu'à là, rien de mal, on m'a fait une épisiotomie et on m'a recousu de cette épisiotomie. Et jusqu'à là, normalement, rien de mal non plus. Beaucoup de femmes s'en sortent complètement normalement, sans séquelles. Donc on m'a recousu. On m'a re-anesthésiée du coup, évidemment. Et ben voilà, ça s'arrête là. Pour l'instant, ça s'arrête là. Donc je récupère mon bébé 1h30 après. Bon, avant ça, évidemment, tu sors le placenta, etc. Enfin, là, je vous raconte rapidement, mais c'était beaucoup plus long. Donc, je repars en chambre avec mon petit bébé dans les bras. On croise nos parents. Ils nous saluent, ils saluent Noah. Et puis, on reste dans la chambre pour dormir. Et donc, le lendemain, je me mets à me lever. J'essaie d'aller me doucher. J'essaie d'aller faire pipi. Impossible. Je n'arrive pas à faire pipi. Je n'arrive pas à marcher. J'ai atrocement mal. Alors désolée pour l'absence de glamour. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'hommes qui regarderont ma vidéo. J'ai toutes les hémorroïdes de la terre qui sont sorties. Donc j'avais hyper mal à ce niveau-là. Et je pensais que c'était pour ça que j'arrivais pas à marcher, que c'était à cause des hémorroïdes. Donc on m'a donné des espèces de glaçons, des crèmes, etc. pour que ça passe. Ça finit par passer en rentrant à la maison. Donc je me suis arrêtée là-dessus, je me suis dit la douleur vient de là, je cherche pas plus loin. J'ai été sondée pendant 3 jours parce que je n'arrivais pas à faire pipi. Et je pense que ça vient du fait que j'ai certainement été martyrisée par le gynécologue de garde, qui est un vrai connard. J'ai hésité pendant longtemps à porter plainte, et vous allez savoir pourquoi après. Et j'hésite encore. Et je crois qu'on a 5 ou 10 ans, donc si je décidais de le faire, il serait pas trop tard. D'autant que j'ai une amie qui a été accouchée par ce monsieur et qui a eu le même problème que moi. Donc on rentre à la maison, je reste pendant 15 jours à la maison. J'avais décidé d'allaiter, je m'étais pas posé la question en fait, j'ai pas acheté de biberon, pour moi c'était logique, j'allaitais. C'était voilà, sans vraiment peser le pour et le contre, c'est comme ça, j'allaite et c'est pas autrement. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu ma montée de lait. Bon, la montée de lait, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein. J'avais l'impression, j'avais les seins qui montaient jusque là, sans déconner. J'avais l'impression d'avoir des parpaings dans les seins. C'était dur, c'était chaud, ça faisait mal. Bon, ça a duré, la douleur a duré 2 jours. La douleur due à la montée de lait. Et ils savent qu'après, j'ai eu aussi des crevasses dues à une mauvaise position au sein de Nono. Donc c'était pas non plus ce qui a été le plus agréable. Donc autant vous dire que le soir, quand je me levais, alors pour passer de la position allongée à la position debout, c'était une atrocité. J'avais extrêmement mal à l'entrejambe. Il fallait que je me penche pour attraper Noah dans son berceau, mais je pleurais de douleur. Je le mettais au sein, je pleurais parce que ça me brûlait le sein. Mais c'était à cause d'une mauvaise position en fait. Je me suis pas assez renseignée en amont, je pense. Je pensais encore une fois que tout allait rentrer naturellement, etc. Donc j'ai pas été assez bien accompagnée, je pense. C'est ce qui m'a fait défaut. Donc je finis par aller voir ma sage-femme. Il y a une première fois chez moi. Elle regarde mes points. Et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Mes points de suture de mon épisiotomie. Et à sa tête, je vois que quelque chose ne va pas. Et je me pose pas trop la question. Elle me dit, bon ben, je pense que c'est un peu trop serré là, je vais te faire sauter 2 points. Donc elle m'a fait sauter 2 points. Sauf que ma cicatrice avait déjà commencé à suturer, enfin à cicatriser quoi. Donc la peau avait déjà pris en gros. Donc c'était un peu trop tard et le fait qu'elle l'ait enlevé n'est pas servi à grand chose. Elle me prescrit une super crème fantastique pour mes seins. C'était une préparation, je pourrais pas vous donner une marque parce que c'est pas une marque. C'était une préparation à aller chercher et récupérer en pharmacie. Mais ça m'a sauvé les seins en, je sais pas, même pas un jour quoi. Et puis tout est rentré dans l'ordre pour l'allaitement après. Donc on a continué. Mon erreur a été, je pense que je voulais tout faire toute seule.
Donc la nuit, je me levais toute seule parce que je me disais de toute façon c'est moi qui allaite, etc. Florent va pas servir à grand chose, donc autant que je gère. Noah avait un petit berceau à côté de mon lit, c'était même pas un cododo, donc il fallait vraiment que je me lève et que je me penche dans le berceau. C'était voilà, encore autre chose que je ferais différemment. C'était la cata, enfin bref. Donc voilà, pendant 15 jours de douleurs atroces où sans déconner, je m'asseyais sur une bouée pour vous dire à quel point j'avais mal et je pleurais à chaque fois que je devais m'asseoir et je pleurais à chaque fois que je devais me lever, je souffrais. Dieu merci, Noah était collé à moi et il dormait tout le temps. Donc j'avais pas grand chose à faire quand il fallait le doucher, lui donner le bain, etc. C'était son père qui s'en occupait. Mais vraiment, enfin voilà, c'était horrible. Du coup, première sortie aux 15 jours de Noah, je me rappelle, c'était sur le port de Saint-Pierre. Et sans déconner, je me suis trimballée avec ma bouée parce que je pouvais pas m'asseoir en fait, je pouvais pas m'asseoir comme ça. Et donc je me suis ramenée avec ma bouée. Donc voilà, le temps passe. J'ai toujours mal à ma cicatrice, j'ai toujours mal au périnée, donc je me rends compte que c'était pas côté hémorroïdes, mais que ça venait de devant quoi. Mais sincèrement, je pensais que c'était normal. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était normal. Et donc voilà, je vois ma gynéco qui est tellement pas contente de ce qu'on m'a fait et qui me dit qu'en gros c'est un barbare ce gynéco-là et que je suis pas la première femme à qui ça arrive et que la sage-femme qui s'est occupée de moi s'est plainte avec lui dans les couloirs. Un jour elle l'a chopé, elle s'est plainte avec lui dans les couloirs et elle lui a dit monsieur docteur machin, c'est pas bien ce que vous faites, et lui il lui a répondu mais oui ça cicatrise mieux comme ça. Et elle a rétorqué oui mais les femmes elles souffrent en fait. Et en fait, donc je vais vous dire ce qu'on m'a fait. On m'a fait ce qu'on appelle un point du mari. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Et je pense qu'il y en a plein d'entre vous aussi qui ne savent pas que ça existe. Je l'ai découvert parce que malheureusement, on me l'a fait. Et ce que c'est, en fait, c'est que c'est quand on vous découpe, quand on vous fait une épisiotomie, en fait, c'est le fait de vous recoudre, mais de vous recoudre de manière plus serrée. C'est pour ça qu'on appelle ça le point du mari, c'est parce que ça fait le vagin plus serré en fait. Donc c'est censé donner plus de plaisir au mari. Ça se faisait beaucoup dans les années 90. Évidemment, c'est totalement pas autorisé et totalement pas légal. Et ça n'est plus du tout censé se faire en 2020, en 2019, en 2017, bref. Ça n'est plus du tout censé se faire. Mais des médecins de la vieille époque, comme ce monsieur-là, continuent de le pratiquer. Et c'est évidemment intolérable et c'est évidemment complètement possible d'être de poursuites judiciaires, enfin bref, voilà. Sauf que moi je l'ai pas fait parce que je voulais pas me lancer dans cet engrenage-là. De toute façon, je sais pas dit que je changerais pas la vie parce que sincèrement ça fait 3 ans et que j'en souffre encore. Quand je suis fatiguée, j'ai ma cicatrice qui me tire. Et c'est pas normal d'avoir une cicatrice épisiotomique qui tire encore au bout de 3 ans, sachant que j'ai fait 35 séances de rééducation du périnée avec ma super kiné, d'ailleurs je sais pas si elle m'écoute, qui s'appelle Charlotte, mais qui est plus à La Réunion. Et donc j'ai fait 35 séances de rééducation du périnée. Je me suis fait masser la cicatrice, et absolument rien ne change aux douleurs. Jusqu'au 9e mois de Noah, 9e mois, donc post-accouchement, les rapports c'était juste atroce. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait une épée pour vous dire à quel point ça faisait mal. Après, au bout de 9 mois, c'est passé, ça allait mieux. Mais voilà, quand j'étais fatiguée, j'ai ma cicatrice qui me tirait encore énormément. Là, par exemple, à l'instant T, j'ai ma cicatrice qui me fait mal. Donc voilà, j'ai appris à vivre avec. Mais ça me met très très en colère de savoir que ça arrive encore, de savoir que ça m'est arrivé, de savoir que ça arrive à d'autres femmes. Et que c'est encore un problème de position de la femme par rapport à l'homme. Et voilà, vous savez mon avis à ce sujet. Et ça me met très 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 en colère. Mais ça ne m'empêchera pas de refaire des enfants. Ça m'a pas traumatisée. Enfin, ça m'a traumatisée. Mais ça m'a pas servi de leçon, on va dire. Ce qui m'a servi de leçon, c'est ce qui m'aura servi d'expérience. C'est qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Et je sais que si demain on devait avoir un autre bébé,
que mon mari serait là en train de guetter mes chaque geste et que je ne demanderai pas d'épisiotomie. Ça, c'est une évidence. Et que si par hasard il m'arrivait d'être déchirée ou quoi que ce soit et qu'il fallait me recoudre, et je sais pas comment ça se passerait, mais vraiment, enfin, il faudrait vraiment qu'on soit avec quelqu'un de confiance. C'est compliqué, mais tu connais pas forcément les gens avec qui tu accouches. Enfin bref, mais il y a plein de choses que je ferais différemment. Toujours est-il que cette vidéo n'est pas faite pour effrayer les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Au contraire, moi j'ai été très en colère quand, encore une fois, quelque chose qui m'a mis en colère, quand j'ai découvert tout ça. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé? Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou? On n'a pas le droit, en fait. Évidemment, si les femmes veulent pas le savoir, on n'a pas à le dire, mais on n'a pas à omettre et à cacher autant de choses. Et moi, je savais rien, et c'est pas parce que je cherchais pas les informations, mais c'est parce que les femmes qui ont déjà eu des enfants ne parlent pas. C'est comme si, c'est exactement le terme que j'ai utilisé dans un de mes articles, c'est comme si quand on devient maman, on rentre dans un espèce de gang, tu sais, où bah, t'as pas le droit de dire ce qui va pas, t'as pas le droit de dire les choses qui font flipper, de peur que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants aient peur et refusent d'en faire. Non, je pense que c'est une réalité qu'il faut savoir et qu'il faut être préparé à affronter justement, et qu'il faut pas qu'elle nous tombe dessus comme ça et qu'elle nous surprenne en fait. Il faut qu'on soit capable de parer à ces petites choses-là qui peuvent arriver. Et ben voilà, c'est donc le but de cette vidéo qui vient du cœur. Et j'ai parlé là de quelque chose de très très intime, même si ce n'est pas tabou parce que j'en parle assez facilement. Mais j'espère vraiment du fond du cœur que ça sera utile et que ça servira à certaines d'entre vous qui sont déjà mamans ou qui aimeraient être mamans, ou peu importe, juste pour la connaissance aussi peut-être. Et voilà, je ne sais jamais comment terminer mes vidéos. En tout cas, merci. Pardon. En tout cas, merci du fond du cœur de continuer de me suivre dans mes nouvelles aventures. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je vais continuer de travailler à fond pour faire des contenus qui vous plaisent. Et puis, je vous dis maintenant à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve encore une fois sur Instagram. Et très vite dans une prochaine vidéo. Alors c'est parti pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit juste avant, nous allons parler de mon... Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, et donc, conclusion... Non, on n'y reviendra pas, je vais en parler tout de suite.